À près d'1,5 milliard de kilomètres du Soleil, flotte la structure la plus parfaite que vous puissiez observer dans tout le ciel nocturne. Elle est immense, elle est régulière, elle est d'une finesse que rien d'autre dans le système solaire n'égale. Et pourtant, au moment précis où nous la contemplons, cette splendeur est déjà en train de disparaître. Cette structure, ce sont les anneaux de Saturne, un disque de glace large de centaines de milliers de kilomètres et pourtant plus fin qu'aucune feuille de papier. Nous les dessinons depuis l'enfance comme l'emblème même de l'ordre céleste, comme si Saturne avait toujours porté cette couronne et la porterait pour toujours. Mais cette image est fausse. Les anneaux ne sont pas éternels. Ils tombent, lentement, silencieusement, vers la planète qui les retient. Chaque seconde, une pluie invisible de glace quitte les anneaux et plonge dans l'atmosphère de Saturne, une pluie qui les efface, grain après grain. Et lorsque les astronomes ont mesuré la vitesse de cette pluie, ils ont compris une chose vertigineuse. Nous vivons pendant le bref instant où Saturne a des anneaux. Avant nous, peut-être, ils n'existaient pas. Après nous, ils auront disparu. Nous sommes simplement arrivés à temps pour les voir. Pour comprendre comment une telle perfection peut être aussi fragile, il faut d'abord entrer dans ces anneaux, mesurer leur finesse, écouter ce qu'ils nous apprennent, puis remonter le mécanisme de leur disparition, interroger leur âge véritable et nous demander enfin d'où peut bien venir une couronne aussi improbable. Car derrière l'image la plus familière du système solaire se cache l'une de ses plus belles histoires, celle d'un ornement de lumière en sursis. Vu depuis la Terre, à travers une lunette, Saturne ressemble à une bille posée sur un anneau parfaitement lisse, un objet solide, continu, d'une netteté presque irréelle. La réalité est tout autre. Ce que nous prenons pour un disque plein n'est pas solide du tout. C'est un essaim. La question s'est posée pour la première fois au XIXe siècle. Un anneau solide pourrait-il vraiment survivre autour d'une planète géante? C'est un physicien écossais, James Clerk Maxwell, qui y répondit. Il en fit même le sujet d'un grand concours scientifique de son époque. Sa réponse, démontrée par le calcul, fut sans appel. Un anneau rigide se disloquerait aussitôt sous l'effet des forces de marée. Aucune matière solide ne pourrait tenir. La seule solution possible était que les anneaux soient faits d'une multitude de particules indépendantes. Des milliards de corps minuscules, chacun suivant sa propre orbite autour de Saturne. Maxwell avait raison. Plus d'un siècle plus tard, les sondes spatiales l'ont confirmé en s'approchant. Les anneaux sont une foule, pas une plaque. Et cette foule dessine la structure la plus plate que l'on connaisse dans l'univers. Les anneaux principaux s'étendent sur près de 280 000 km de diamètre. C'est plus des 2/3 de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Une étendue si vaste qu'on y alignerait des dizaines de terres côte à côte. Et pourtant, par endroits, leur épaisseur n'est que d'une dizaine de mètres. Quelques étages d'immeubles, étalés sur des centaines de milliers de kilomètres. Pour saisir cette proportion, imaginez une simple feuille de papier. Pour être aussi fine, à l'échelle, que les anneaux de Saturne, cette feuille devrait mesurer près de 3 km de large. Une feuille de papier de 3 km. Voilà la minceur réelle de ce que nous voyons briller autour de la planète. Rien, dans tout le système solaire, n'atteint une telle régularité sur une telle étendue. Les anneaux sont, littéralement, la chose la plus fine et la plus large jamais observée. Cette finesse n'est pas un simple détail. C'est elle qui rend les anneaux si vulnérables. Une structure aussi mince
ne demande qu'à être dispersée. De quoi sont faits ces anneaux? La réponse tient presque tout entière en un seul mot: de la glace. Plus de 95% de glace d'eau, d'une pureté remarquable. Le reste n'est qu'une trace de poussière et de roche. Cette pureté donne aux anneaux leur éclat. Ils réfléchissent la lumière du soleil comme une neige fraîche, brillante, presque immaculée. Les particules qui les composent n'ont pas toutes la même taille. Certaines sont aussi fines qu'un grain de poussière, d'autres aussi grosses qu'un rocher, parfois qu'une petite maison. Toutes tournent autour de Saturne à des vitesses immenses, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure, et toutes se frôlent, se heurtent, se repoussent doucement, sans jamais se souder. C'est là une question profonde. Pourquoi cette glace ne se rassemble-t-elle pas pour former une lune? Pourquoi reste-t-elle éparpillée en un disque? La réponse tient à la proximité de Saturne. Tout près d'une planète géante, il existe une zone où les forces de marée interdisent à la matière de s'agglomérer. Dans cette zone, la planète tire plus fort sur la face proche d'un objet que sur sa face lointaine. Toute tentative de regroupement est aussitôt déchirée. Les anneaux de Saturne se trouvent justement à l'intérieur de cette limite. Ici, la glace ne peut pas devenir une lune. Elle est condamnée à rester poussière et fragments. Vus de loin, les anneaux semblent former un disque unique. De près, ils se révèlent être un système entier, organisé en grandes bandes que les astronomes ont appris à nommer. En partant de la planète, on rencontre d'abord l'anneau D, ténu et discret, puis l'anneau C, sombre et translucide, que l'on surnommait autrefois l'anneau de crêpe. Vient ensuite l'anneau B, le plus large, le plus dense, le plus brillant de tous. C'est lui qui porte l'essentiel de la matière du système. Au-delà s'ouvre un vide sombre, une bande presque déserte de 4000 km de large. C'est la division de Cassini, du nom de l'astronome qui la repéra le premier. Puis vient l'anneau A, lui aussi vaste et lumineux, traversé par une fine coupure que l'on appelle la division de Encke. Et tout au bord, bien plus loin, flotte l'anneau F, mince et tourmenté, le dernier fil de glace avant l'obscurité de l'espace. Chacune de ces bandes a sa densité, sa couleur, sa texture. Ensemble, elles forment une partition d'une complexité que rien n'avait préparé les astronomes à découvrir. Car cette architecture n'est pas figée. Quelque chose la sculpte en permanence. Et ce quelque chose, ce sont d'autres mondes. Saturne ne possède pas seulement des anneaux. Elle possède aussi un cortège de lunes plus nombreux que celui de toute autre planète du système solaire. Au début de l'année 2025, les astronomes en ont confirmé 274, davantage à elles seules que toutes les autres planètes réunies. La plupart sont minuscules, quelques kilomètres à peine, mais certaines, par leur seule présence, gouvernent la forme entière des anneaux. On les appelle les lunes bergères. Elles ne gardent pas des troupeaux, mais de la glace, et leur gravité trace dans les anneaux des frontières d'une netteté stupéfiante. Prenez la division de Encke, cette fine coupure dans l'anneau A. Elle n'est pas vide par hasard. Une petite lune nommée Pan y circule, balayant tout sur son passage. Pan ne mesure qu'une trentaine de kilomètres. Sa forme étrange, aplatie, évoque une noix ou une soucoupe. Et pourtant, ce petit monde maintient seul un sillon de plusieurs centaines de kilomètres. Plus loin, dans une autre coupure, orbite une lune plus petite encore, Daphnis. Elle ne dépasse pas 8 kilomètres. Un simple rocher, perdu dans l'immensité des anneaux. Mais son orbite est légèrement inclinée. À chaque passage,
Sa gravité soulève les particules de glace et dresse, sur le bord de l'anneau, des vagues verticales hautes de plus d'1 kilomètre. Imaginez cela, un rocher de 8 kilomètres qui, en passant, soulève des vagues de glace plus hautes que bien des montagnes terrestres, le tout dans un silence absolu. D'autres lunes encadrent l'anneau F, le plus fragile de tous. Prométhée circule juste à l'intérieur, Pandore non loin à l'extérieur. Entre elles, le mince anneau se tord, se déchire et se reforme sans cesse. Mais les lunes ne se contentent pas de creuser des sillons. À distance, leur gravité imprime aussi dans les anneaux d'étranges motifs en spirale. Quand une lune et des particules d'anneaux accordent leurs orbites, une onde naît dans la glace. Elle s'enroule, se propage, dessine des spirales serrées sur des milliers de kilomètres. Vues de près par les sondes, ces ondes ressemblent aux sillons d'un disque vinyle, une musique gravée dans la glace, écrite par la gravité des lunes lointaines. Et au cœur même des anneaux, on a repéré des objets encore plus discrets, de minuscules lunes en formation, trop petites pour ouvrir une vraie brèche qui ne laisse qu'un sillage. Ces sillages, en forme d'hélice, trahissent leur présence sans qu'on ne les voie jamais directement. Les astronomes les appellent simplement des hélices, et chacune cache un monde naissant. Tout, dans ces anneaux, est mouvement et sculpture. Des ondes les parcourent, des spirales se propagent, des bords se redessinent. Ce n'est pas un décor figé, c'est un organisme. Au début des années 80, lorsque les sondes voyageurs s'approchèrent de Saturne, elles transmirent une image qui laissa les scientifiques perplexes. Sur les anneaux apparaissaient d'étranges marques sombres, de longues traînées, presque radiales, qui balayaient la surface des anneaux comme des ombres portées. Ces marques n'avaient aucun sens. Les anneaux tournent à des vitesses différentes selon la distance à la planète. Une marque rigide aurait dû se déformer en quelques heures. Or, ces traînées tenaient. Elles tournaient avec les anneaux comme si elles flottaient au-dessus d'eux, indifférentes aux lois du mouvement orbital. Les astronomes les ont appelées les rayons, et il a fallu des années pour commencer à comprendre leur nature véritable. Ces rayons ne sont pas faits de glace ordinaire. Ce sont de fines poussières soulevées au-dessus du plan des anneaux et portées non par la gravité, mais par l'électricité. Sous l'effet du rayonnement et du champ magnétique de Saturne, ces grains se chargent électriquement. Devenus sensibles au magnétisme, ils s'élèvent et lévitent au-dessus des anneaux. Ils forment alors ces voiles sombres qui ne suivent plus la mécanique des orbites, mais celle, invisible, du champ magnétique de la planète. Quand la sonde Cassini est arrivée, des années plus tard, elle a découvert que ces rayons allaient et venaient au rythme des saisons de Saturne. Ils s'effacent près des solstices, réapparaissent près des équinoxes, ils respirent au rythme de l'année saturnienne, longue de près de 30 ans. Tout cela peut sembler un détail. Ce n'en est pas un. Ces rayons révèlent une chose essentielle sur les anneaux. La glace, ici, peut se charger d'électricité. Et lorsqu'elle se charge, elle cesse d'obéir à la seule gravité. Elle commence à suivre le champ magnétique de Saturne. Souvenez-vous de cela, car c'est exactement ce mécanisme, à bien plus grande échelle, qui est en train d'effacer les anneaux tout entiers. Quittons un instant les anneaux pour regarder la planète elle-même, car Saturne, sous ses bandes dorées, cache une autre forme presque impossible. Au pôle nord de la planète se trouve une structure que rien, dans toute notre expérience, ne laissait attendre. Un hexagone géant, tracé dans les nuages. 6 côtés presque rectilignes,
6 angles réguliers, dessinés par les vents à l'échelle d'une planète entière. Chaque côté mesure environ 13 000 kilomètres. C'est plus que le diamètre de la Terre. On pourrait poser notre planète tout entière à l'intérieur de cette figure, et il resterait encore de la place. Cette forme n'a rien d'un dessin gravé. C'est un courant, un fleuve d'air qui file à plus de 300 km/h et qui, en tournant, se referme en 6 segments droits. Les sondes voyageurs l'avaient entrevu, mais c'est Cassini qui l'a vraiment observé pendant des années, dans toutes les lumières et toutes les saisons. Cassini a vu cet hexagone changer de couleur au fil du temps, du bleu profond de l'hiver polaire à l'or du retour du soleil, une horloge chromatique de plusieurs années. Au centre de la figure tourne un immense tourbillon, un œil cyclonique large de milliers de kilomètres, aux parois de nuages dressés comme des falaises. Comment une planète peut-elle dessiner une figure géométrique aussi pure? La réponse a longtemps semblé hors d'atteinte. Puis, des chercheurs ont reproduit le phénomène en laboratoire. En faisant tourner un fluide dans un récipient, à la bonne vitesse, des formes polygonales apparaissent d'elles-mêmes. Selon la vitesse du courant et le contraste avec les vents voisins, le fluide se range spontanément en triangle, en carré ou en hexagone. L'hexagone de Saturne ne serait donc pas un miracle, mais une figure naturelle, née de la rencontre entre la rotation de la planète et la course de ses vents. Une explication élégante. Et pourtant, bien des questions demeurent. Pourquoi cette stabilité sur des décennies? Pourquoi le pôle sud n'a-t-il pas la même figure? Saturne garde ce secret, comme elle en garde un autre, plus violent encore, dans l'épaisseur de son atmosphère. Saturne paraît de loin d'un calme absolu. Une planète lisse, dorée, presque endormie dans la lumière pâle du soleil lointain. Cette tranquillité est trompeuse. Sous les brumes dorées de la planète se déchaînent certains des vents les plus violents du système solaire. À l'équateur, les courants atmosphériques soufflent à des vitesses qui défient l'entendement. Près de 1800 km/h par endroit. C'est plusieurs fois la vitesse des ouragans les plus puissants de la Terre, des vents permanents qui ceinturent la planète sans jamais faiblir. Ces vents organisent l'atmosphère en larges bandes parallèles, claires et sombres, qui font le tour de Saturne, des fleuves d'air, séparés par des frontières invisibles. La couleur dorée de la planète vient de ces nuages. En altitude, une brume d'ammoniac gelé voile Saturne d'un jaune pâle, doux, presque uniforme. Sous cette brume se cachent d'autres couches. Plus bas, des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Plus bas encore peut-être, des nuages d'eau, semblables aux nôtres. Et dans cette atmosphère paisible en apparence, une fureur se réveille, de loin en loin, une tempête si vaste qu'elle marque l'histoire de la planète. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Une tempête géante qui surgit environ une fois par année saturnienne, soit près de 30 ans. À chaque retour, une éruption de nuages clairs jaillit des profondeurs et s'étale à la surface de la planète en l'espace de quelques semaines. La dernière grande tempête de ce type a éclaté en 2010. La sonde Cassini, alors en orbite, en a été le témoin privilégié. Elle a vu une tache claire apparaître, grandir, puis s'étirer en une bande immense qui a fini par faire le tour complet de Saturne. Une tempête longue de plus de 100 000 kilomètres, enroulée autour de la planète entière. Une seule tempête, plus large que 10 terres alignées. Et dans ces orages grondent des éclairs si puissants qu'ils dépassent de très loin tout ce que la Terre connaît. Cassini a capté les ondes radio de ces tempêtes et photographié leurs éclairs perçant la nuit de Saturne,
la géante calme cache une violence électrique. Cette violence n'est pas un simple spectacle. Elle nous rappelle que Saturne est un monde vivant, agité, en perpétuel mouvement sous son masque doré. Et c'est ce monde, instable et puissant, qui retient autour de lui la plus fragile des structures, comme si la tempête veillait sur la dentelle. Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire. Son diamètre dépasse 120 000 km. On pourrait y loger plus de 700 terres. Et pourtant, cette géante cache une propriété stupéfiante. Elle est si peu dense que si l'on trouvait un océan assez vaste, Saturne y flotterait. Sa densité moyenne est inférieure à celle de l'eau. C'est la seule planète du système solaire dont on puisse dire une chose pareille. Une géante plus légère que l'eau. Cette légèreté vient de sa composition. Saturne est faite presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus légers de l'univers. À mesure que l'on s'enfonce, la pression augmente. L'hydrogène, comprimé à l'extrême, devient liquide, puis se met à conduire l'électricité comme un métal. Plus profond encore se cache le cœur de la planète. Et sur sa nature, longtemps, on n'a presque rien su dire. On imaginait un noyau solide, compact, fait de roches et de glace. La réalité semble plus étrange. Le cœur de Saturne ne serait pas net, mais diffus. Un cœur flou, où la roche se mêle progressivement à l'hydrogène, sans frontières nettes, sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et le plus beau, c'est la façon dont on l'a découvert, non pas en plongeant dans la planète, mais en écoutant ses anneaux. Car les vibrations de Saturne, les ondes qui parcourent son intérieur, font légèrement trembler ses anneaux. La glace réagit aux pulsations de la planète. En lisant ces infimes ondulations dans les anneaux, les scientifiques ont pu sonder le cœur de Saturne, comme on devine la structure de la Terre à travers ses séismes. Les anneaux sont devenus un sismographe, le plus vaste et le plus délicat qui soit, et c'est à travers eux que l'on a entendu battre le cœur de la géante. Cette même écoute a permis de résoudre une énigme ancienne, la durée du jour de Saturne, car, chose étonnante, on ignorait combien de temps dure une journée sur cette planète. Sur une planète gazeuse, il n'y a pas de sol dont on puisse suivre la rotation. On se fie d'ordinaire au champ magnétique, qui tourne avec le cœur de la planète. Mais le champ magnétique de Saturne pose un problème unique. Il est presque parfaitement aligné avec l'axe de rotation, trop régulier pour trahir le rythme de la planète. Cet alignement est en soi un mystère. Les théories du magnétisme planétaire prévoient toutes un certain décalage. Saturne, elle, présente un champ d'une symétrie presque impossible. Faute de repères, la durée du jour est restée incertaine pendant des décennies. Ce sont les vibrations lues dans les anneaux qui ont fini par trancher. La journée de Saturne durerait environ 10 heures et 33 minutes. Une valeur déduite, non mesurée directement, mais la plus solide dont nous disposions. Reste une dernière étrangeté. Saturne rayonne dans l'espace plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Elle possède une chaleur propre, une source interne. L'explication la plus probable est une pluie d'un autre genre. Au plus profond de la planète, l'hélium se sépare de l'hydrogène et tombe en gouttes vers le centre. Cette lente chute d'hélium libère de la chaleur, comme une pluie qui réchaufferait en tombant. Saturne brille, en partie, de sa propre énergie. Une planète plus légère que l'eau, au cœur flou, au champ trop parfait, réchauffée de l'intérieur par une pluie d'hélium et coiffée d'un hexagone géant. Voilà le monde autour duquel tournent les anneaux. Un monde déjà improbable,
mais c'est dans les anneaux eux-mêmes que se cache la plus troublante des vérités. Revenons aux anneaux, à leur perfection, à leur éclat. Car au moment où l'on croyait les avoir compris, ils ont révélé qu'ils étaient en train de disparaître. Le premier vaisseau à frôler Saturne fut la sonde Pioneer 11, à la fin des années 70, puis vinrent les sondes Voyageur, qui livrèrent les premiers portraits détaillés de la planète. En survolant Saturne, les sondes Voyageur ont observé son atmosphère et y ont relevé une anomalie discrète, presque invisible. Dans la haute atmosphère de la planète, à certaines latitudes précises, apparaissaient d'étranges bandes sombres, des zones où quelque chose semblait assombrir le ciel de Saturne. Un scientifique, Jack Connerly, remarqua que ces bandes ne tombaient pas n'importe où. Elles se situaient exactement là où les lignes du champ magnétique rejoignaient les anneaux. Il fit alors une hypothèse audacieuse. Et si de la matière tombait des anneaux vers la planète, guidée par le champ magnétique? Une pluie venue des anneaux. L'idée était belle, mais difficile à prouver. Il aurait fallu surprendre cette pluie en train de tomber. Et pour cela, attendre des instruments bien plus puissants. Il a fallu près de 30 ans. Au début des années 2010, une équipe menée par James O'Donoghue a braqué sur Saturne l'un des plus grands télescopes du monde. Depuis le sommet du Mauna Kea, à Hawaï, le télescope Keck scrutait la haute atmosphère de la planète, à la recherche d'une lueur très particulière. Cette lueur, c'est celle d'une molécule chargée qui se forme quand l'eau des anneaux entre en contact avec l'atmosphère de Saturne. Une véritable signature lumineuse de la pluie. Et ils l'ont trouvée. Exactement aux latitudes prédites 30 ans plus tôt. La pluie venue des anneaux n'était plus une hypothèse. On la voyait briller. Mieux encore, l'intensité de cette lueur indiquait la quantité de pluie. Là où la glace tombe en abondance, le ciel de Saturne s'assombrit. Là où elle se fait rare, il rougeoie doucement. Mais ce que cette équipe a mesuré ensuite dépassait toutes les attentes. Car cette pluie n'était pas un mince filet, c'était un déluge. Voici ce qui se passe, en silence, au-dessus de Saturne, à chaque seconde de chaque jour. Dans les anneaux, la lumière du soleil frappe les grains de glace. Sous l'effet du rayonnement, ces grains se chargent peu à peu d'électricité. Une fois chargés, ils cessent d'être de simples cailloux en orbite. Ils deviennent sensibles au champ magnétique de Saturne comme la limaille de fer attirée par un aimant. Le champ magnétique les saisit alors, il les arrache à leur orbite et les guide le long de ces lignes invisibles jusqu'à la haute atmosphère de la planète. Là, en plongeant dans le ciel de Saturne, ces grains de glace se vaporisent. L'eau des anneaux se dissout, peu à peu, dans l'atmosphère de la géante. C'est cela, la pluie d'anneaux. Non pas une pluie qui tombe du ciel vers un sol, mais une pluie qui monte des anneaux et plonge dans la planète. Et son débit donne le vertige. Chaque seconde, l'équivalent de près de 2 tonnes d'eau quitte les anneaux pour s'abîmer dans Saturne. 2 tonnes par seconde. De quoi remplir une piscine olympique en une demi-heure à peine, sans interruption, depuis des temps que nous ne savons pas mesurer. Les anneaux se vident ainsi par l'intérieur, lentement, comme un sablier dont on ne verrait pas le sable tomber. Pour mesurer précisément l'ampleur de ce phénomène, il a fallu une dernière mission. Et, au terme de cette mission, un sacrifice. La sonde Cassini avait étudié Saturne pendant 13 ans. Arrivée en 2004, elle avait survolé ses lunes, frôlé ses anneaux, percé une partie de ses secrets. Elle avait même déposé un atterrisseur, Huygens, à la surface de Titan.
la plus grande lune de Saturne, en 2005, une première dans tout le système solaire externe. En 2017, à court de carburant, il fallait décider de sa fin. Et les scientifiques ont fait un choix qui en dit long sur leur prudence. Plutôt que de laisser Cassini dériver et risquer un jour de s'écraser sur Encelade ou sur Titan, des lunes qui pourraient abriter la vie, ils ont choisi de la détruire. Mais avant cela, ils lui ont offert une dernière mission. 22 plongées audacieuses dans l'espace étroit qui sépare la planète de ses anneaux. Un couloir de quelques milliers de kilomètres que rien n'avait jamais traversé. Cassini s'y est glissé, encore et encore, mesurant tout ce qui tombait des anneaux vers la planète. Puis, le 15 septembre 2017, elle a plongé une dernière fois, cette fois sans remonter, droit dans l'atmosphère de Saturne. Elle a transmis ses données jusqu'à la dernière seconde, avant de se consumer comme un météore dans le ciel de la planète qu'elle avait étudiée si longtemps. Cassini est ainsi devenu, à son tour, une pluie, une ultime offrande de métal tombée dans Saturne au terme de son long voyage. Et les mesures de ces dernières plongées ont confirmé l'essentiel. Sur les anneaux ne tombe pas seulement la pluie magnétique. Une partie de la matière s'abat aussi directement sur l'équateur de la planète. En additionnant ces deux mécanismes, le verdict s'est imposé. Les anneaux se vident bien plus vite qu'on ne l'imaginait. Alors, combien de temps reste-t-il aux anneaux de Saturne ? La question est vertigineuse, et la réponse, il faut le dire d'emblée, reste entourée d'incertitudes. En tenant compte de la seule pluie magnétique, les anneaux pourraient subsister encore environ 300 millions d'années. Mais si l'on ajoute la matière qui tombe directement sur l'équateur, mesurée par Cassini, le compte se réduit fortement. Les anneaux pourraient disparaître en moins de 100 millions d'années. De 100 à 300 millions d'années. À l'échelle d'une vie humaine, c'est une éternité. À l'échelle du cosmos, c'est un battement de cils. Songez que Saturne, comme le reste du système solaire, est âgé de plus de 4 milliards et demi d'années. Face à cela, 300 millions d'années ne sont presque rien. Il faut rester honnête sur ces chiffres. Le débit de la pluie n'est pas connu avec une parfaite précision. Il pourrait varier, ralentir ou s'accélérer. Certaines estimations donnent quelques dizaines de millions d'années, d'autres, plusieurs centaines. La fourchette est large, et la science ne prétend pas la refermer. Mais sur l'essentiel, tous les travaux s'accordent. Les anneaux ne sont pas éternels, ils se dissipent, et nous assistons en direct à leur lente disparition. Cette idée seule suffit à changer notre regard. La couronne de Saturne, que nous croyons immuable, n'est qu'un moment dans la longue vie de la planète. Reste alors une question, peut-être plus troublante encore. Si les anneaux disparaissent si vite, c'est qu'ils sont jeunes. Mais à quel point ? Pendant longtemps, on a cru les anneaux aussi vieux que Saturne elle-même, née avec la planète il y a plus de 4 milliards d'années. Les découvertes récentes ont bouleversé cette idée. Et la première surprise est venue, encore une fois, des dernières plongées de Cassini. En frôlant les anneaux, la sonde a permis de peser leur masse totale avec précision. Et cette masse s'est révélée étonnamment faible. Les anneaux, malgré leur immense étendue, contiennent très peu de matière. Réunies en un seul bloc, toute leur glace formerait une lune modeste, plus petite que bien des satellites de Saturne. Or, cette faible masse a une conséquence. Plus les anneaux sont légers, plus la pollution venue de l'espace devrait les noircir vite. Car les anneaux ne flottent pas dans un espace propre. Une fine poussière de micrométéorites sombres
les bombardent sans cesse depuis les confins du système solaire. Avec le temps, cette poussière devrait ternir la glace, la grisonner, l'assombrir, comme une neige qui se salit au bord d'une route. Pourtant, les anneaux de Saturne restent d'une blancheur éclatante. Leur glace est propre, presque immaculée. Et c'est précisément ce qui intrigue. Une équipe menée par Sacha Kempf a mesuré, grâce à Cassini, la quantité de poussière qui tombe sur les anneaux. Le résultat suggérait une chose claire. Une glace aussi propre ne pouvait pas être très ancienne. Selon ses travaux, les anneaux n'auraient que quelques centaines de millions d'années. Peut-être 400 millions, tout au plus. 400 millions d'années. Cela signifie que, lorsque les premiers dinosaures parcouraient la Terre, Saturne n'avait peut-être pas encore d'anneaux. Pendant la plus grande partie de son histoire, la planète que nous dessinons avec sa couronne aurait été nue, un simple globe doré sans le moindre anneau. Cette image d'anneau jeune est devenue populaire. Mais la science, lorsqu'elle est honnête, ne se fige jamais. Et une autre voix s'est élevée. Fin 2024, une équipe menée par Ryuki Yodo a posé une question simple. Une glace propre est-elle vraiment la preuve d'une glace jeune ? Ces chercheurs ont simulé, dans le détail, ce qui arrive quand un grain de poussière frappe une particule d'anneau à très grande vitesse. Ces impacts se produisent à plus de 100 000 km/h. À cette vitesse, le choc est si violent que la poussière ne se dépose pas. Elle se vaporise. La chaleur de l'impact dépasse les milliers de degrés. La poussière sombre est volatilisée, transformée en gaz et en particules chargées, qui aussitôt quittent les anneaux. Autrement dit, les anneaux pourraient se nettoyer eux-mêmes. La saleté qui devrait les noircir serait détruite à l'instant même où elle les touche. Si cela est vrai, alors une glace propre ne prouve plus rien. Les anneaux pourraient être bien plus vieux qu'on ne le pensait, peut-être aussi anciens que Saturne. Les deux camps s'affrontent encore aujourd'hui. Les uns maintiennent que les anneaux sont jeunes, les autres défendent qu'ils pourraient être anciens, sous une apparence trompeuse de jeunesse. La question n'est pas tranchée. C'est l'un des plus beaux débats de la science planétaire actuelle. Et il nous rappelle une chose précieuse. Voir loin dans l'espace est une chose. Lire le temps, deviner l'âge d'une structure, en est une autre, bien plus difficile. Mais qu'il soit jeune ou ancien, une question demeure. Si les anneaux ont eu un commencement, qu'est-ce qui a bien pu les créer ? Pour entrevoir une réponse, il faut s'éloigner un instant des anneaux et regarder l'immense famille qui entoure Saturne, ses lunes. Nous l'avons dit, on en compte aujourd'hui plus de 270. La plupart ne sont que de simples blocs de quelques kilomètres, mais quelques-unes sont de véritables mondes. La plus grande de toutes s'appelle Titan. Plus vaste que la planète Mercure, c'est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère épaisse et durable. Sous un ciel orange et brumeux, Titan cache des paysages de rivières, de dunes et de mers, mais ces mers ne sont pas faites d'eau. Elles sont faites de méthane et d'éthane, des composés qui, dans le froid extrême de Titan, restent liquides. Des liquides étranges qui coulent comme l'eau coule chez nous. C'est sur ce monde que la sonde Cassini a largué l'atterrisseur Huygens en 2005. Pour la première fois, un engin se posait sur une lune du système solaire externe. Pendant sa descente, Huygens a photographié des réseaux de vallées, creusés par des pluies de méthane. Un paysage à la fois familier et profondément étranger. Une autre lune, bien plus petite, intrigue plus encore les chercheurs. Elle se nomme Encelade, et elle pourrait compter parmi les lieux les plus prometteurs pour la vie.
Sous sa croûte de glace, Encelade abrite un océan d'eau liquide, et par de longues fractures, à son pôle sud, elle projette vers l'espace de gigantesques geysers. Ces geysers crachent dans le vide des panaches de vapeur et de cristaux de glace. Une partie retombe sur la Lune, mais une autre s'échappe et se met en orbite autour de Saturne. Cette glace échappée forme alors un anneau. L'anneau le plus externe et le plus ténu de Saturne, l'anneau E, est nourri en permanence par les geysers d'Encelade. Songez à ce que cela signifie. Sous nos yeux, une petite lune fabrique un anneau. Un monde qui crée en direct une couronne de glace autour de sa planète. Lune et anneau ne sont donc pas des mondes séparés. Ils se nourrissent, se sculptent, se transforment l'un l'autre sans répit. Entre ces deux extrêmes gravitent d'autres lunes glacées, Rhea, Thétis et Dionée, des globes de glace criblés de cratères, silencieux, tournant depuis des milliards d'années. Il y a aussi Mimas, marqué d'un cratère gigantesque qui couvre une large part de sa surface. Un seul impact, presque assez puissant pour l'avoir brisé. Ce cratère démesuré lui donne l'allure d'un œil fixe tourné vers l'espace, et la gravité de Mimas, par résonance, aide à entretenir la grande division des anneaux. Il y a enfin Japet, plus étrange. Une lune dont un hémisphère est sombre comme du charbon et l'autre clair comme la neige, comme si on l'avait peinte de deux couleurs opposées. Toutes ces lunes, grandes et petites, accompagnent Saturne depuis des temps immenses, mais leur cortège porte une cicatrice que l'on a longtemps négligée. Parmi les centaines de petites lunes découvertes ces dernières années, beaucoup tournent à l'envers, sur des orbites inclinées et désordonnées. Ce désordre ressemble à celui des débris d'une collision, comme si, un jour, quelque chose s'était brisé près de Saturne, dispersant ses morceaux tout autour. Saturne porte ainsi, jusque dans sa famille de lunes, la trace d'une violence ancienne. Et c'est peut-être là que se cache l'origine de ces anneaux. D'où viennent alors les anneaux de Saturne? La question reste ouverte, mais une hypothèse récente et spectaculaire a retenu l'attention. Pour la comprendre, il faut s'intéresser à un autre mystère de la planète, l'inclinaison de son axe. Comme la Terre, Saturne penche sur le côté. Son axe est incliné de près de 27 degrés, et cette inclinaison, longtemps, est restée inexpliquée. En 2022, une équipe menée par Jack Wisdom a proposé une explication qui relie tout, l'inclinaison de Saturne et la naissance même de ses anneaux. Selon ce scénario, Saturne aurait possédé autrefois une lune supplémentaire, une lune de taille respectable, que ses chercheurs ont baptisée Chrysalis. Pendant des milliards d'années, Chrysalis aurait gravité paisiblement autour de la planète, contribuant à maintenir son inclinaison par un jeu subtil de résonance. Puis, il y a peut-être une centaine de millions d'années, l'équilibre se serait rompu. La Lune se serait approchée trop près de Saturne. Saisi par les forces de marée de la géante, Chrysalis aurait été déchiré, brisé en d'innombrables fragments de glace lors d'un passage trop proche. La plus grande partie de ces débris serait tombée sur Saturne, mais une fraction, retenue par l'orbite de la planète, se serait étalée en un disque. Les anneaux seraient nés. De la mort d'une lune serait ainsi née la plus belle structure du système solaire. Et le nom choisi, Chrysalis, dit bien cette idée de métamorphose, comme une chrysalide qui se défait pour laisser place à autre chose. La lune disparue se serait transformée en couronne de lumière. Il faut être clair, ceci n'est qu'une hypothèse. Sur des centaines de simulations tentées par cette équipe,
une poignée seulement reproduisait fidèlement ce scénario. D'autres origines restent possibles. Une comète ou un objet glacé, venu des confins, capturé puis brisé par Saturne, pourrait tout aussi bien avoir donné naissance aux anneaux. Mais l'idée de Chrysalis a quelque chose de juste. Elle rappelle que, dans le cosmos, la beauté naît souvent d'une destruction, et qu'elle ne dure jamais. Une lune sculpte un anneau, comme Encelade. Une lune devient peut-être un anneau, comme Chrysalis. Toujours, la glace passe d'une forme à une autre, sans jamais s'arrêter. Il existe une dernière confusion qu'il faut lever, car on entend souvent dire que les anneaux de Saturne ont disparu en 2025. C'est vrai, et c'est faux. Pour comprendre, il faut distinguer deux disparitions bien différentes, qui n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. La première est réelle, lente, définitive. C'est la pluie d'anneaux qui les efface sur des centaines de millions d'années, celle dont nous venons de parler. La seconde est tout autre. C'est une disparition apparente, vue depuis la Terre, qui ne dure que quelques mois et qui se reproduit régulièrement. Saturne, comme la Terre, est inclinée sur son orbite. À mesure qu'elle tourne autour du Soleil, nous voyons ces anneaux sous des angles changeants. Pendant des années, nous les voyons largement ouverts, déployés dans toute leur ampleur. Puis, peu à peu, ils se referment à notre regard. Et environ tous les 15 ans, pendant un bref moment, nous les voyons exactement par la tranche. Or, les anneaux sont si fins qu'alors, ils s'évanouissent presque entièrement. Une lame de quelques mètres d'épaisseur, vue par le côté à plus d'1 milliard de kilomètres, devient tout simplement invisible. Les anneaux semblent s'être effacés. C'est ce qui s'est produit au printemps 2025. Les anneaux se sont présentés par la tranche, et pendant quelques jours, Saturne a paru les avoir perdus. Mais ce n'était qu'une illusion de perspective. Quelques semaines plus tard, les anneaux se rouvraient déjà à notre regard. Ils n'avaient jamais cessé d'être là. Ce phénomène se reproduira. Le prochain passage par la tranche aura lieu vers 2038, puis encore après, indéfiniment, au rythme de l'orbite de Saturne. Cette disparition optique n'a rien de dramatique. Elle est même, à sa manière, magnifique. Elle nous rappelle à quel point les anneaux sont fins. Et cette histoire a un écho très ancien, car le tout premier homme à observer Saturne dans une lunette a connu, lui aussi, cette disparition. En 1610, Galilée pointa son instrument vers Saturne. Il vit, de part et d'autre de la planète, deux excroissances étranges qu'il ne sut nommer. Il crut voir des sortes d'anses ou deux compagnons collés à la planète. Les anneaux étaient trop flous dans sa lunette modeste pour qu'il devine leur vraie nature. Puis, 2 ans plus tard, en regardant de nouveau, Galilée resta stupéfait. Les excroissances avaient disparu. Saturne était redevenu un simple globe. Il ne comprit jamais pourquoi. Il venait, sans le savoir, d'assister à un passage des anneaux par la tranche, la même disparition que celle de 2025. Il fallut attendre Christian Huygens des décennies plus tard pour comprendre enfin que Saturne était entouré d'un anneau. Une idée si étrange qu'elle mit du temps à s'imposer. De Galilée à Cassini, de Huygens à nos sondes modernes, chaque génération a vu un peu plus loin dans les anneaux, et chacune les a crus éternels. Nous sommes, peut-être, la toute première génération à savoir avec certitude qu'ils ne le sont pas. Rassemblons, pour finir, ce que nous avons appris de cette planète et de sa couronne de glace. Les anneaux de Saturne sont la structure la plus fine
et la plus régulière que nous connaissions. Une feuille de glace de centaines de milliers de kilomètres, épaisse de quelques mètres à peine. Ils sont sculptés par des lunes minuscules, parcourus de vagues et de rayons, et ils trahissent, par leurs vibrations, le cœur même de la planète. Mais cette perfection est en sursis. Chaque seconde, une pluie de glace quitte les anneaux et s'abîme dans Saturne. Lentement, irréversiblement, il se dissipe. Dans quelques centaines de millions d'années, peut-être bien moins, ils auront disparu. Saturne tournera, nue, dans le silence, comme elle l'a peut-être fait pendant l'essentiel de son histoire. Nous ignorons encore s'ils sont nés avec la planète ou de la mort d'une lune disparue. Nous ignorons leur âge exact. Le mystère demeure entier. Mais une chose est sûre, les anneaux que nous voyons ce soir ne sont pas un attribut permanent de Saturne. Ils sont un moment, un passage. Avant un certain jour, très lointain, ils n'existaient pas. Après un autre jour, plus lointain encore, ils n'existeront plus. Et entre ces deux instants se glisse notre époque. Nous sommes nés pendant la brève fenêtre où Saturne porte sa couronne. Quelques centaines de millions d'années sur les milliards de la vie de la planète. Et nous sommes là pour la voir. Sur tous les regards qui auraient pu se lever vers Saturne au cours de son histoire, les nôtres comptent parmi les rares à rencontrer ces anneaux. Cette glace qui tombe lentement vers la planète ne fait au fond que rentrer chez elle. Elle retourne, grain après grain, vers le monde dont elle est issue. Il n'y a là ni drame, ni fin tragique, seulement une transformation, lente et silencieuse, comme le cosmos en accomplit sans cesse, loin de nos regards. Et lorsque vous lèverez les yeux un soir vers ce petit point doré suspendu dans le ciel, souvenez-vous de ce qu'il porte. Une couronne de lumière, large comme un rêve, fine comme un souffle, et déjà, doucement, en train de redevenir pluie.